Bonjour à tous. Dans le cadre de la série d'entretiens que nous réalisons autour du référendum constitutionnel du 30 octobre prochain, Son Excellence M. Joël Nguessan, porte-parole du RDR et ancien ministre, nous reçoit dans ses bureaux. Excellence, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci infiniment de nous accorder cet entretien. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui le rejet unanime par la classe de l'opposition ivoirienne de ce projet de réforme constitutionnelle? Je peux vous répondre oui et non. Oui, parce qu'ils sont dans l'opposition, donc quel que soit ce qu'on va leur proposer de bien, ils vont vouloir toujours dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est leur rôle, de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Non, parce que quand je regarde un peu le contenu de leur discours, je me rends compte qu'ils n'ont aucun argument sur chacun des articles contenus dans ce projet de constitution. C'est pour ça que je suis un peu surpris que des personnalités politiques qui ont participé au Forum de réconciliation nationale en 2000, fin 2000, début 2001, qui ont tous endossé les résolutions du Forum de réconciliation nationale. Résolutions du Forum de réconciliation nationale qui sont à la base des projets de constitution actuels, qui disent aujourd'hui, non, je ne suis pas d'accord. Donc, je suis un peu surpris, mais vous verrez que quand on les interroge, aucun parmi eux n'est capable d'avoir des arguments objectifs, juridiques, sur un quelconque point de ce projet de constitution. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis surpris. J'ai comme l'impression qu'au niveau de l'opposition, la phase de maturation intellectuelle qui était nécessaire pour la compréhension des textes n'a pas pu se réaliser. Donc, ils disent, bon, cette constitution, c'est Ouattara qui l'a proposée, donc on est contre. Même quand à l'intérieur de cette constitution, on dit qu'on constitutionnalise le rôle et la position même de l'opposition. Ils disent qu'ils sont contre. Ça dit, voici des individus. Peut-être que vous n'expliquez pas très bien aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Les textes sont écrits, les articles sont là, ils ont tous été à l'école, donc à lire, ils verront que leur intérêt se retrouve dans cette constitution. Mais vous verrez que non, ils ne feront rien. Je n'ai pas vu encore un monsieur de l'opposition, quel que soit son rang, me dire cette constitution est mauvaise parce qu'il y a tel article qui ne va pas. Mais jamais. Jamais, du coup, je me pose la question. Ils le disent, il y a des articles hein, qu'ils montrent du doigt. Lesquels? Notamment l'article 55. Non, sur le critère d'éligibilité, on n'a pas beaucoup de débats à faire. Hein. On était tous à Marcoussis. On a même rédigé... Mais Marcoussis n'a pas demandé qu'on rédige une autre constitution. Non, Marcoussis n'a jamais demandé qu'on rédige une nouvelle constitution. Marcoussis a dit de modifier cet élément. On l'a fait. Mais il se trouve que je voudrais qu'on aille même en dehors de Marcoussis, qu'on se réfère aux résolutions du Forum de réconciliation nationale. C'est un forum qui a réuni tout le monde, tous les partis politiques ivoiriens, toute la société civile, toutes les composantes de la nation ivoirienne. On est sorti de là avec des résolutions. Si vous regardez aujourd'hui la Constitution, le projet de Constitution que le président de la République propose aux Ivoiriens, ça respecte textuellement les résolutions qui sont sorties de ce forum. Alors, l'opposition vous reproche une méthode cavalière, dictatoriale, un texte dangereux pour la paix et la stabilité. Que répondez-vous? Je leur ai dit qu'ils sont de mauvaise foi. Quand on a un texte qui respecte l'esprit des résolutions du forum, on ne peut pas par la suite dire c'est dictatorial. Vous savez, bon, l'opposition a besoin d'exister. Hein. Il faut les comprendre. Qu'il me montre un article dans cette nouvelle constitution qui parle de dictature, qui prouve qu'il y a des dettes, ils ne pourront jamais vous le dire. Même quand le président veut bien nommer le tiers du Sénat? En quoi cela est gênant? Est-ce la dictature quand on nomme le tiers des membres du Sénat? En quoi cela est gênant? Hein? Ça ne gêne pas du tout. Est-ce que la Côte d'Ivoire en a besoin là maintenant d'un Sénat? D'un Sénat, oui, on en a besoin. Pourquoi? Vous savez, nos gens de l'opposition, ce qui me plaît chez eux, c'est quand je les vois aller en France
demander des rendez-vous aux membres du Sénat français, en l'occurrence chez Jean-Marie Bockel, le président du Sénat français. Ils se réjouissent, ils mettent ça dans leurs journaux, comme qu'on a rencontré les membres du Sénat. Et quand ils viennent chez nous ici, on leur dit, mais écoutez, on veut créer un Sénat. Ils disent, oh non, on n'en veut pas. Pourtant, ils courent pour aller demander des audiences aux sénateurs français. Non. Qu'on soit sérieux là. Vous constaterez que depuis le début de ce processus, il n'a aucun argument valable, si ce n'est qu'être dans la négation permanente. Oui, mais quand ils disent que ce texte est dangereux pour la stabilité. Qu'est-ce qu'ils appellent stabilité? On sait ce que la Constitution de 2000 nous a donné. La Constitution de 2000 nous a envoyé une guerre. Qu'est-ce qui prouve que celle de non, 2016... celle-là ne nous donnerait pas de guerre. Les Ivoiriens vont voter sa majorité, ils vont s'en contacter. Ça ne nous donnera pas de guerre, ce n'est pas possible. Il n'y a rien à l'intérieur qui dise qu'on va faire une guerre. Si le pouvoir ivoirien a réussi quelque chose aujourd'hui, c'est de donner du grain à moudre à l'opposition, qui se retrouve finalement... Je dis, mais justement, il n'y a pas de grain. Il n'y a pas de grain à moudre. Je vous dis, vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle. Demandez aux gens de l'opposition quel est l'article de la nouvelle Constitution qui leur pose problème. Ils ne sauront jamais vous répondre. Ils ne pourront pas. Ils diront non, comme ça vient de Ouattara, on n'est pas d'accord. Mais ça, ce n'est pas un argument, ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a un déficit intellectuel en ce moment, à leur niveau. Parce que quand une constitution constate l'égalité des femmes et des hommes, est-ce que M. Afin Guessan et son groupe peuvent dire non? Quand une constitution met l'accent sur le droit des minorités, ça veut dire constate le fait que les personnes vivant avec un handicap, c'est un devoir de l'État de les aider. Est-ce qu'Afin Guessan peut dire non par rapport à ça? Quand une constitution dit on donne le pouvoir au chef traditionnel d'être dans une logique de pouvoir administrer une partie du pouvoir d'État, est-ce qu'Afin Guessan peut dire non? Il ne peut pas. Quand une constitution dit de manière constitutionnelle, maintenant, l'opposition est reconnue et ils sont financés sur les deniers publics. Parce que jusqu'à là, c'était une loi, ce n'était pas la constitution. Est-ce qu'il peut dire non? Il ne peut pas dire non. Donc, il y a tellement d'éléments pour lesquels il ne peut pas dire non. Donc, quand moi je les vois de manière puérile, on dit, oui, on ne veut pas de cette constitution, on va faire des marches, des meetings. Moi, je les attends à un débat pour qu'ils me disent qu'est-ce qui n'est pas bon dans la constitution. Je vous dis, si vous leur posez la question, ils ne sauront jamais juridiquement ni techniquement vous démontrer que les articles sont mauvais. Ils ne peuvent pas. Mais c'est leur droit. Et on a la démocratie. Oh, oui, justement. Et parce qu'on est en démocratie, on se demande aussi pourquoi vous ne vous donnez pas assez de temps pour expliquer. Quel temps? Et assez de temps pour débattre. Est-ce qu'on a besoin de plusieurs temps pour lire quelques articles? Oui, mais expliquer cela aux populations qui n'ont pas forcément... Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'expliquer aux populations. On est en train d'expliquer et on va aller voter. Et en une semaine, ça suffit pour les convaincre du contenu de cette nouvelle constitution? J'ai lu ce projet de nouvelle constitution en moins d'1 heure de temps. Oui, mais ça, c'est vous, Excellence. Vous êtes intellectuel. Actuellement, sur le terrain, vous verrez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, des leaders de l'opposition, qui disent nous allons expliquer aux populations. C'est en train d'être fait. Vous savez, nos populations ne sont pas bêtes. Hein. Non, je ne dis pas ça. Si vous expliquez à quelqu'un qu'à partir de maintenant, les terres ne peuvent plus être vendues à un étranger, le paysan, il sait ce que ça veut dire, la terre. Si vous expliquez à quelqu'un que parce que tu es une personne handicapée, tu as des droits et l'État a une obligation vis-à-vis de toi. Ils n'ont pas besoin de trop réfléchir. L'État ivoirien l'a toujours reconnu. Ces droits-là. Mais ce n'est pas constitutionnalisé. C'est la première fois. Je peux vous dire que j'ai lu la nouvelle constitution ivoirienne. J'ai lu la constitution française. J'ai lu la constitution américaine. J'ai lu la constitution canadienne. J'ai lu la constitution suisse et celle de Belgique. Ils n'ont aucune avancée qui arrive à ce niveau. Et ils sont obligés de faire passer des lois sur la parité, ainsi de suite. Nous, notre constitution, a géré cela. Ça dit que nous sommes avant-gardistes par rapport à tous ces problèmes de société qui minent nos sociétés africaines. Donc, c'est pour ça que, quelque part, moi, quand je regarde nos amis de l'opposition qui veulent s'opposer pour s'opposer, je leur dis, écoutez, moi, j'attends que vous ayez des arguments. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu d'arguments
Et c'est ça qui me désole. Excellence, est-ce que dans le fond, le texte à soumettre au référendum ne donne-t-il pas trop de pouvoir au président de la République qui nomme entre autres pratiquement tous les présidents des autres institutions de l'État? Mais quand on est dans un régime présidentiel, vous voulez que qui nomme? On n'est pas dans un régime parlementaire. Hein. Mais quand on parle aussi de séparation des pouvoirs... C'est quoi? On est dans un régime présidentiel. C'est le président de la République qui est investi de tous les pouvoirs par le peuple. À partir de cet instant, ce peuple le regarde. Il dit, mais monsieur le président, on vous a élu, vous êtes président, décidez. Au moment où il est en train de décider, on dit non, il a trop de pouvoir. Non. Dans le comportement de nos frères de l'opposition, il y a un certain anachronisme intellectuel que je ne comprends pas. Le président est président de la République. C'est lui qui nomme. En quoi cela gêne-t-il? S'il n'est pas président, il ne va pas nommer. Mais s'il est président, c'est à lui de nommer. D'où vient le débat? Je vais vous dire un truc que moi j'ai constaté. En France, le président François Mitterrand s'est battu pendant près de 30 ans contre la constitution de la Ve République. Pendant 30 ans, il s'est battu. Étant dans l'opposition, il s'est opposé. Il a fait des barrages. Il a expliqué. Il est arrivé au pouvoir. Pendant 14 ans, il n'a même pas changé un seul petit article. Donc, moi, je pense que notre opposition joue son rôle. On le leur concède, mais il ne faut surtout pas qu'ils pensent que ce projet de test, qui a été conçu par des spécialistes, qui a été soumis à appréciation à plusieurs groupes, il ne faut même pas qu'ils pensent un seul instant que les Ivoiriens vont aller contre. Est-ce qu'il y a vraiment urgence aujourd'hui à modifier le code électoral en réinstaurant le double bulletin de vote? L'opposition vous suspecte de fraude. Justement, je suis un peu surpris. Vous savez, nous avons une commission électorale indépendante. Qui est aussi divisée sur la question. Qui est à l'intérieur. Non, à l'intérieur, nous avons le FPI, c'est-à-dire l'opposition et le président de la société civile. Et c'est cette commission électorale qui a proposé au gouvernement les deux types de bulletins. Il y en a qui ont dit au sein de cette commission qu'ils ont proposé un bulletin unique et que l'ordre serait venu du pouvoir. Non, l'ordre ne peut pas venir, c'est eux qui décident. En toute démocratie, ils décident qu'on va dans tel sens. On veut un bulletin unique ou bien deux bulletins. Ça a été décidé. Mais quel intérêt aurait-il à changer le mode de vote? On n'a pas changé le mode de vote. Hein? Nulle part dans notre constitution, du moins dans notre code électoral, il n'est dit le mécanisme, il n'est expliqué le mécanisme de vote. Même au RDR, dans l'histoire, vous vous êtes battu pour obtenir le bulletin unique. On a obtenu le bulletin unique. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en tient à la commission électorale indépendante. Elle décide. Qu'est-ce qui peut pousser la commission? Elle décide. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Hein? Qu'est-ce que le gouvernement fait quand la commission électorale indépendante décide qu'il faut un bulletin vert et puis un bulletin rouge? Mais la commission... Ce n'est pas moi, ce n'est pas le RDR. C'est la commission électorale indépendante, comme son nom l'indique, qui a pris cette option. D'où vient-il que par la suite, alors qu'au sein de cette commission électorale indépendante, il y a les gens du FPI, du PIT, de la société civile, de l'USD, et des gens même qui sont hostiles à notre pouvoir, mais eux tous, de manière unanime, décident qu'on doit utiliser les deux bulletins. Et ils introduisent auprès du gouvernement un projet. Le gouvernement entérine. Et puis après, on dit, ah non, on veut frauder. Moi, je vais relativiser quand même le caractère unanime de cette décision. Non, moi, je ne relativise pas parce que ce que je sais, c'est que ce qui est sorti de leur conclave, c'est les deux types de bulletins. Il est prévu un poste de vice-président de la République. Un Sénat dont le tiers serait nommé par le président de la République. Le poste de vice-président de la République occulte aujourd'hui, enlève pratiquement un certain pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Mais en quoi cela est jusque-là, celui qui pouvait remplacer le chef de l'État en cas d'empêchement, c'était le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si cette nouvelle constitution est votée, ce sera
le vice-président, et si ce n'était pas le vice-président, ce serait le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'au sein de la majorité, ça puisse poser des problèmes d'entente cordiale entre les différentes forces qui composent aujourd'hui cette majorité présidentielle? Bon, je vais vous dire une chose. Sur ce sujet, j'ai l'impression que les gens aiment trop personnaliser les débats. Non, c'est juste une question qu'on pose. On fait un constat. On veut personnaliser On le est président dans... de l'Assemblée nationale. Qui vous dit que l'actuel président de l'Assemblée nationale ne sera pas celui qui va être proposé comme vice-président? Mais pour l'instant, on a le droit d'analyser. Mais vous êtes autorisé. Et de nous interroger. Mais c'est pour dire que, quelque part, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Bon, aux États-Unis, il y a un président, il y a un vice-président. Personne ne s'offusque. Personne ne dit mot. On va même, en tant qu'opposant ivoirien, aller applaudir le ticket Hillary avec son vice-président. On s'en va, on revient. Et quand on a fini d'applaudir aux États-Unis, on rentre en Côte d'Ivoire, on dit « Ah non, on ne veut pas de vice-président ». C'est puéril, ça. Hein? Le poste de vice-président permet de régler de manière définitive les incertitudes que nous avons connues. Si vous lisez le préambule de notre Constitution, vous constaterez que la première phrase qui est prononcée, c'est de dire « Tenant compte de l'histoire récente de notre pays, et surtout l'histoire constitutionnelle, cette Constitution veut gérer ces problèmes. » Donc, un poste de vice-président, c'est normal. Nous, on ne voit même pas quel est le problème. Je ne vois pas pourquoi avoir un vice-président en Côte d'Ivoire peut constituer un problème. Je demande à nos amis de l'opposition de m'expliquer pourquoi il y a problème. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas dire. Je leur dis, mais attends, il y a un Sénat. Je dis, mais en quoi cela vous gêne? En quoi cela est gênant qu'on ait un Sénat dont le tiers soit nommé par le président de la République? S'il venait demain, ou bien plus tard, que vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous n'auriez pas envie de nommer le tiers des membres du Sénat? Aujourd'hui, ils s'opposent parce que ça ne vient pas d'eux. Mais demain, je peux vous dire que si dans 20 ans, 30 ans, comme je ne le souhaite pas, ils arrivaient au pouvoir, vous allez voir qu'ils sont des gens qui vont adouber cela en disant le président Ouattara et son équipe, ils ont eu raison de prévoir cela parce que ça va leur donner une large marge de manœuvre pour pouvoir positionner des intellectuels et des cadres d'un certain niveau au plan politique. Et si le 30 octobre, les Ivoiriens ne vous suivaient pas, que feriez-vous? On est en démocratie. Si les Ivoiriens ne nous suivent pas, on prendra acte. Mais je vais vous dire une chose, que vraiment ce serait un catastrophe que les Ivoiriens ne nous suivent pas. Les Ivoiriens vont nous suivre. Je peux vous en donner l'assurance. Ils savent qu'on doit sortir de cette décennie de malheur que la Côte d'Ivoire a eu à vivre. Ils savent que cette nouvelle constitution présente des avantages certains. Ils savent que la Côte d'Ivoire va sortir de toutes ces turpitudes avec cette nouvelle constitution. C'est pour ça que nous avons l'assurance qu'à plus de 2000%, ils vont nous suivre. Donnez-nous 2-3 raisons de façon concise. Donnez-nous 2-3 raisons qui peuvent décider aujourd'hui en Ivoirien à voter pour le oui à ce référendum. La première des raisons, c'est le fait que les constitutions sont faites pour créer la cohésion. Du préambule jusqu'au dernier article, tout est par la cohésion. Donc, c'est déjà le premier. Maintenant, si je vais de manière spécifique, qui n'a pas envie que nos chefs traditionnels jouent un rôle prépondérant dans la nation ivoirienne? C'est mis dans notre constitution. Qui n'a pas envie que les droits des personnes défavorisées, les droits même des personnes qui sont en détention progressive soient défendus? Notre constitution précise cela. Qui n'a pas envie qu'on rende obligatoire de manière constitutionnelle la formation et l'éducation? Ce sont autant d'exemples pour vous dire que, enfin, voici une constitution en Afrique qui tient compte des spécificités de notre nation, mais qui crée les conditions d'une avancée notable en matière de démocratie, en matière de cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle je n'ai aucun doute, j'ai l'assurance que cette constitution va
rencontrer l'adhésion des Ivoiriens, je leur demande de ne pas se laisser avoir par tous ceux qui se gesticulent politiquement, mais de se mettre dans une logique du fait que le président Alassane Ouattara, son gouvernement, nous ont proposé quelque chose qui va nous faire sortir des plusieurs années de turpitude, je dirais même de bêtises que nous avons eu à commettre et qui nous ont occasionné des milliers de morts inutiles. Avec cette nouvelle constitution, il y a certains débats qui n'auront plus lieu. Il y a l'opposition qui dénonce le fait que, parlant du débat autour de cette constitution, aujourd'hui, elle a du mal à accéder, par exemple, à des lieux publics pour organiser ces meetings. Et là, d'ailleurs, elle projette une marche le vendredi prochain. Ils sont libres. Le samedi, pendant qu'on faisait le lancement officiel de la campagne du référendum, eux aussi, ils étaient à Yopougon. Ils ont pu faire leur manifestation de manière tranquille. Ils projettent une marche le vendredi, c'est leur droit. Franchement, ils sont libres d'organiser les marches qu'ils veulent. Mais avant, il y a quelques jours, la marche qu'ils avaient annoncée a été réprimée. Elle n'a pas été réprimée. Elle a été réprimée. Elle a demandé tout simplement qu'ils ne perturbent pas la cohésion sociale. Mais voici des individus qui se lèvent le matin, en pleine semaine, jour de travail, pour dire nous allons bloquer l'activité des Ivoiriens. Ils n'ont pas ce droit. Et ils ont le droit de manifester, mais ils n'ont pas le droit de bloquer l'activité des Ivoiriens. Ils se sont mis dans un périmètre qui faisait que plus personne n'avait accès au plateau. Est-ce normal ça? Mais nous, on y était, il n'y avait même pas de monde. Mais le fait même qu'ils se mettent à un endroit pour dire qu'ils vont empêcher la circulation normale, c'est pas... Et on ne peut pas faire des manifestations sur la voie publique et empêcher le bon déroulement de la République et des activités économiques et sociales. Ils n'ont pas ce droit. Ils ont le droit de manifester où ils veulent, mais le jour où leur droit de manifestation va empiéter sur les libertés des autres à occuper à avoir leur activité, ce n'est pas normal et je suis heureux que le préfet de police d'Abidjan ait pris les mesures nécessaires pour leur dire arrêtez. Arrêtez, on est en pleine semaine. En même temps, c'est la Constitution qui donne le droit de manifester. Mais vous êtes libre de manifester, mais vous n'avez pas le droit d'empiéter sur mon droit à moi d'aller au travail. Vous vous mettez sur la voie pour m'empêcher d'aller au travail. Je demande à ce que la police vous empêche de m'empêcher d'aller à mon lieu de travail. J'ai ce droit-là aussi. Il y a quelques années, le RDR ne se faisait pas compter pour manifester, non? Ah non, attention. Je n'ai jamais vu le RDR faire des manifestations pour empêcher le bon déroulement de la vie sociale. Mais les FPI, même quand ils étaient au pouvoir, ils faisaient toujours des manifestations pour empêcher le bon fonctionnement de la vie de la nation. On a voulu lancer les audiences foraines, ils ont fait des barricades partout. Alors, cette ère-là de barricades ou d'empêchement de la vie sociale, c'est révolu, c'est terminé. Ils sont libres de manifester, mais ils n'ont pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller à son lieu de travail. S'ils pensent que c'est ça le fait de l'opposition, c'est qu'ils se sont trompés. Je vous dis, même quand ils étaient au pouvoir, quand le FPI était au pouvoir, audience foraine, on fait des barrages. Identification, on fait des barrages. Distribution des cartes d'identité, on fait des barrages. Mais c'est sauvage, ça, cette façon de faire de la politique. C'est très sauvage. Ils n'ont pas ce droit. Ils ont même empêché, à un moment donné, l'approvisionnement de la ville d'Abidjan en vivres. Parce que, bon, ils estimaient qu'on veut manifester. Non. On peut faire de la politique sans être obligé d'empêcher les autres de vivre. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes confiant déjà pour le 30 octobre prochain? Le 30 octobre, on n'a aucune inquiétude. Les choses vont très bien se passer. Vous allez voir, les Ivoiriens vont aller voter et on aura les résultats. L'avenir de la Côte d'Ivoire, ça réside dans ce prochain vote de ça. Et pourtant, il divise ce texte. Non, il ne divise pas. Vous verrez que plus de 80% des Ivoiriens sont d'accord avec. Mais on ne peut pas empêcher des gens. C'est quand même curieux que vous annonciez déjà le score. Non, je n'annonce pas le score. J'ai dit plus de 80% des Ivoiriens sont en faveur de ce test. C'est votre souhait ou c'est... Non, c'est ma certitude. C'est ma certitude. Ce test-là, il sera voté en plus de 80%. Les Ivoiriens veulent la paix. Certains ont annoncé 96%. Oui, mais justement,
je suis Dans tous les cas, c'est au-delà ça va de... monter. Ça va atteindre un certain niveau. Même si les Ivoiriens ne sortent pas, Qu'est-ce que vous appelez ne sortent pas? ben, si En une bonne 2000, partie... la constitution ivoirienne a été votée à 30%. Et je suis sûr qu'on va multiplier ce score par 2. Je suis sûr, j'en ai la certitude. Donc ne vous en faites pas. Mais en fin de compte, je voudrais dire qu'il faut qu'on sorte du débat politicien inutile. Ce que j'attends de nos frères de l'opposition, c'est qu'ils prennent cette constitution, qu'ils analysent chacun des articles et qu'ils me disent ce qui ne leur plaît pas. Vous verrez qu'ils auront peut-être 2 ou 3 petites phrases à prononcer, mais ils n'auront rien à redire. C'est ça la réalité. C'est ça. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Je vous remercie. Merci beaucoup.